bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai relancé le stream juste avant de partir. Désolé aux viewers qui étaient là. Ah, on m'appelle. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Voilà. Peut-être que c'était mon viewer qui s'est dit qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, ça ne marchait pas, le chat ne marchait pas, ça ne s'affichait pas, là. Alors, du coup, j'ai relancé Ops, évidemment. Ça a tout cassé. Mais c'est pas grave, voilà, maintenant c'est réparé, donc tout va bien. Et juste avant de démarrer, j'ai eu le courant qui s'est coupé. Donc c'était super. C'était les plombs qui avaient sauté. Je crois que c'est un radiateur qui démarre et puis ça fait sauter les plombs. Voilà. Eh bien, hop là. Calme-toi la musique. On t'aime bien, mais calme. Eh bien, donc c'est super. Alors, bonjour à tous. Oui, 3 spectateurs. Formidable. Non, il ne faut pas que je le dise. 3000 spectateurs. Super. J'ai enlevé le... Ah, mais vous le voyez de toute façon. Hein. Je peux pas mentir là-dessus. Hein. 3, quand je dis 3, c'est 3K. Ce que vous voyez, quand c'est marqué 3 spectateurs, c'est 3K évidemment, spectateurs. Hein. Sinon, ils ne le mettent pas. En dessous d'un K, non, je mens. J'ai 3 spectateurs. Et souvent, c'est des gens de ma famille. Aïe. Mais c'est très bien. Comme ça, je suis libre. Donc... Aujourd'hui, on va faire l'ancrage de la planche 41. Vous voyez, je suis un petit coquin parce que la planche 41, j'ai fait le crayonné en cachette. On avait fait le storyboard ensemble, je crois bien. Et voilà, c'est pas du tout ça qu'il faut montrer. Ça, c'est... J'avais lancé Streamlabs, c'est pas ça. C'est ça. Ah, ça marche plus. Ah c'est formidable, il n'y a rien qui marche aujourd'hui, hein. Voilà, donc là, c'est Crystal Ultra. C'est l'application que j'utilise pour se connecter à mon iPad. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Voilà. Hop, là, et voilà. Et donc, hop, voilà. Là, c'est pas mal. Et là, c'est mieux. Et là, hop. Voilà. Et là, c'est très bien. Alors, on a décidé de rester en vue. Ok. Est-ce que je réponds ? Je réponds. 3 spectateurs. Bon, je réponds. Je mets OK. Je suis en stream. OK. Je suis en stream. Voilà. Donc je disais que j'étais un petit coquin parce que, oui, tout ça est un peu bleu. C'est joli le bleu, hein. Mais si je fais ça, c'est mieux. Voilà. Je l'ai fait en cachette, le crayonné. Voilà, parce que j'ai pas streamé et que je voulais travailler quand même. Voilà. Donc ça, c'est le crayonné que vous voyez peut-être pas bien, pas en entier. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah, je peux pas le mettre plus petit que ça. Voilà. Donc, on va faire autrement. Alors, je vais grossir un peu. Et on va faire, voilà, première case, deuxième strip. Vous verrez, voilà. Vous verrez au fur et à mesure, ce sera la surprise. Et alors, j'avais un cas de conscience, grave cas de conscience. Putain, mais c'est la folie, pourquoi ? Parce que la dernière fois, on a écouté un épisode de Méta de Choc. Et je me suis dit, aujourd'hui, attends, j'ai fermé ça. Voilà, je ferme ça. Il faut que je ferme tous mes autres... Il faut que je change mon fusil d'épaule. Il faut que je change mes scènes. Parce que là, c'est pas possible. Là, normalement... Ah, voilà, Méta de Choc. Voilà. La dernière fois, j'ai passé un épisode de Méta de Choc, donc de l'excellente Elisabeth Fétit, podcast que je vous invite très fortement à aller écouter parce que c'est très intéressant. C'est de la métacognition. Apprendre à comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense, n'est-ce pas ? Ça, c'est la métacognition. Et donc voilà. Et je me suis dit, je vais passer la suite. Puis peut-être tous les lundis, à la place de Richard mon voisin, je passerai Méta de Choc, puisque c'est très très bien. Et voilà. Mais Richard mon voisin, je lui avais demandé l'autorisation.
Euh, donc j'ai demandé l'autorisation à Elisabeth Fétit, qui anime et qui produit le podcast MetaChoc, et elle me l'a donné bien volontiers. Elle vous salue tous et toutes bien chaleureusement, m'a-t-elle dit. Donc je vous retransmets ces saluts avec grand plaisir. Et peut-être qu'un jour on l'interviewera sur cette chaîne si elle passe sur Toulouse, m'a-t-elle dit. Bon, écoute, on va croiser les doigts. Voilà. Et je vais mettre un effet stroboscopique quand même. Voilà. Et donc voilà, merci à elle, merci à toi Elisabeth. Et comme ça, on va pouvoir écouter le deuxième épisode de l'épisode sur la transidentité. Donc c'était le Shocking 28. Et donc toujours en entretien avec Shaika, qui est une femme trans, qui est une streameuse, non, une youtubeuse plutôt. Là, je prends la vidéo sur Skepticon et Shaika, elle publie aussi des vidéos sur Skepticon, très intéressantes, pas du tout sur la transidentité, peut-être que oui, d'ailleurs, j'ai pas tout vérifié, mais moi, je l'avais connue par sa chaîne Horizon Gull, et c'était une série sur l'autoritarisme, très fouillée, très intéressante, voilà. Donc, allez checker tout ça, vous le pouvez trouver sur la plateforme Skepticon. Skepticon, voilà. Voilà. Ah, mais en plus, j'ai de nouveau les bonnes typos. J'ai dû relancer, parce que la fenêtre de chat ne marchait pas et j'avais pas les bonnes typos. Enfin, il n'y avait rien qui marchait bien. Donc, voilà. Allez, on va partir. On va baisser cette petite musique, certes très mignonne, mais voilà. Et à la place, on va mettre MetaChoc et moi, je vais commencer mon ancrage. Méta de choc. MetaChoc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Eh oui, pourquoi on pense ce qu'on pense? C'est une excellente question. Shocking 28. Qu'on ne se pose pas La assez. transidentité au-delà des apparences. La semaine dernière, dans le premier volet de cette série de 9, nous posions les bases en tentant de définir la transidentité, le sexe et le genre. Nous sommes donc désormais parés pour écouter le témoignage de mon invité. S'il est un sujet bien mystérieux, c'est celui des origines. Le moment où la personnalité et la perception de soi se forment pour déterminer durablement notre être au monde. Quelle expérience Shaika a-t-elle eue de ses premières années de socialisation en école maternelle et primaire? Comment se voyait-elle et quels mots posait-elle dans ses jeunes années sur son vécu intime? Voici le récit rare et généreux d'une adulte qui se penche sur son enfance cognitive et sur ce que lui ont renvoyé celles et ceux qui ont croisé son chemin. Regardez ça. J'ai une copine artiste qui est venue, parce qu'elle... Ah zut, elle tombe un peu celle-là. Qui est venue, il faudra que je la recolle, ce week-end-là. Et quand je suis revenu du bureau, j'avais ce petit bonhomme, cette petite bonne femme accrochée à mon pot d'encre. Trop mignon. Voilà, donc il me regarde maintenant. Il me regarde et il vous salue aussi tous les deux. Bien chaleureusement, voilà. Donc juste, il va falloir que je recolle un peu la petite dame parce qu'elle se décolle un peu. On va dire, elle n'était pas collée là, c'est moi qui l'ai mise là, comme d'habitude. Moi, je fais le travail de sagouin. Voilà. Donc, il vous salue. Coucou, coucou. Ah, coucou, coucou. Voilà, ici, on les voit bien là. Coucou, coucou. Voilà. C'est des tout petits personnages. Allez, on laisse Elisabeth et Shaila, j'ai oublié, parler. Une fois de plus, je vous demande de faire preuve du plus grand respect vis-à-vis de mon invité dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Évidemment, si ça ces va propos aussi vous pour mettent cette chaîne. mal à l'aise, s'ils vous inspirent de la colère ou du mépris, avant de vous jeter sur votre clavier, je ne peux que vous encourager à vous demander pourquoi. Nous sommes ici pour ça, nous interroger sur nos propres pensées. Chapitre 2, le monde et ses codes. Maintenant, j'aimerais beaucoup qu'on aborde ton parcours personnel, la manière dont tu as vécu depuis l'enfance, ton identité ou la manière dont tu t'es vécu en tant que personne trans ou autre. Alors, première question, déjà, d'où tu viens en termes de milieu social? Comment tu décrirais ta famille? Alors, je suis née dans les années 80.
Ma famille, je la situerai en tout cas dans mon enfance plutôt classe moyenne, quelque part en Bretagne, je resterai volontairement flou, dans une petite ville, dans un milieu que je pourrais qualifier de conventionnel, Mhm. voire parfois traditionnel en ce qui concerne la religion D'accord. notamment. C'est-à-dire que ma Aïe, aïe, famille aïe, était aïe. pratiquante. Aïe, 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 ça commence C'était par mal. exemple la messe tous les dimanches, le Dommage. catéchisme le mercredi, Enfin, j'ai rien contre avec les parfois des catholiques, mais sortes de quand on est petits événements pendant les trans, vacances, ça peut être, ça peut être une sorte douloureux. de colo avec une connotation religieuse derrière. Donc c'était vraiment cette ambiance-là. Donc classe moyenne, assez conventionnelle. Mes parents ont eu 3 enfants, ce qui fait, étant la dernière, que j'ai un grand frère et une grande sœur. Ok. Et quelle était la vision de tes parents concernant les hommes et les femmes? Alors, j'utilisais tout à l'heure le mot conventionnel et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si vraiment on projette un petit peu les définitions, les représentations conventionnelles et stéréotypées filles-garçons, on était en plein dedans, D'accord. dans le milieu dans lequel j'étais. Évidemment, les questions de transidentité ne se posaient absolument pas. Les choses étaient très claires. Ma sœur, très clairement, c'était une fille. Mon frère, très clairement, c'était un garçon. Et moi, très clairement, à mon plus grand désarroi, j'étais assigné garçon. Ça, on me le rappelait, on me le faisait remarquer. Donc, les choses étaient très claires là-dessus. Il y avait tous les stéréotypes classiques, c'est-à-dire on s'attendait aux garçons qui soient plutôt dans le sport, dans l'activité, dans des jouets, je sais pas moi, de construction, type Lego, ce genre de choses, petites voitures, donc vraiment le stéréotype. Et je me rappelle notamment de la chambre de ma sœur, je sais qu'elle était plutôt rose, sa chambre, avec des poupées, ma chambre était plutôt bleue. Voilà, donc c'était bien stéréotypé de ce côté-là, comme beaucoup de familles de l'époque, Oui. et dans ce milieu-là, bien Et sûr. puis Et toujours tu dis à aujourd'hui, ton je plus crois. grand désarroi, ça veut dire que très très jeune, tu peux situer les premiers sentiments, les premières réflexions que tu t'es faites par rapport à ça? Alors, c'est toujours très compliqué de remonter dans ses souvenirs. Moi, j'aime bien parler de manifestations, c'est-à-dire que ce soit à travers les souvenirs ou même à travers les témoignages que les personnes de ma famille ont pu me retranscrire après mon coming out. Eh bien, il semble qu'on puisse dire beaucoup de choses à partir de la maternelle. Ah, déjà, Je dirais ouais, que incroyable. il n'y avait aucunement une affirmation de ma part, dans ma tête, je parle, j'aurais affirmé ou j'aurais pensé « je suis une fille ». Par contre, ce qui était assez clair, et depuis le plus loin que je puisse m'en souvenir, je vivais une sorte de décalage, voire parfois presque de l'infirmation sur le fait qu'on me désignait comme un garçon. C'était très discret, c'était très compliqué pour moi en fait à déjà exprimer, je l'exprimais pas très clairement, c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas des choses auxquelles je parlais aux autres enfants et aux autres personnes de ma famille, mais il y avait quelque chose qui semblait être un peu en décalage, notamment par rapport aux autres garçons de mon âge quand j'étais en maternelle et en début primaire, à travers lesquels je me retrouvais pas, sans expliquer spécifiquement pourquoi. Sans non plus être dans l'évitement des garçons, parce que je pouvais tout à fait jouer avec des garçons, jouer avec des filles, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais ma préférence, j'ai presque envie de dire de mimétisme que les enfants peuvent avoir très tôt, penchait davantage en fait vers mes pairs, que je reconnaissais davantage auprès des filles. D'accord. Et quand je dis ça, je ne parle pas d'activités stéréotypées, de jouets, etc. C'était vraiment même en termes sociaux, en termes d'interaction, sans que je puisse vraiment l'expliquer et le comprendre moi-même, j'étais un peu perturbé là-dessus, ce qui me posait pas beaucoup de problèmes en maternelle, plus ensuite en primaire, parce que en maternelle, peut-être, en tout cas à l'époque ou dans mes souvenirs, le fait de voir un enfant s'amuser tout autant avec des garçons, avec des filles, voir des activités qui sont mélangées, de mémoire, j'ai pas du tout l'impression que ça semblait poser problème ou qu'il puisse y avoir des adultes ou même d'autres enfants de cet âge-là qui puissent y dire quoi que ce soit en fait. T'as pas été empêché à ce moment-là? Non, j'ai pas ressenti d'empêchement, clairement pas. Effectivement, je vivais dans un cadre qui pouvait être stéréotypé de base, clairement. J'avais pas forcément à cet âge-là d'empêchement à devoir prétendre à des activités qui seraient perçues comme typiquement masculines ou ce genre de choses. Je pense que quelque part, ma chance sur ce côté-là, en tout cas au début, c'est que malgré cet aspect conventionnel, mes parents me laissaient un peu expérimenter selon ce que je voulais faire, en fait, D'accord. selon ce qui m'attirait. Il y avait effectivement ce par défaut
Ne serait-ce que dans les cadeaux de Noël ou ce genre de choses, c'était typiquement très... voilà. Les vêtements, pareil. Enfin, il n'y avait absolument aucune ambiguïté sur la manière dont j'étais, entre guillemets, à la fois perçu et sociabilisé au sens très large du terme, au niveau de ma famille en tout cas. Mais il y avait, on va dire, une certaine souplesse à me laisser explorer sans que je me sente trop, à l'époque, menacé, entre guillemets, par des normes sociales où on me verrait d'un mauvais œil. Donc, ouais, j'étais plutôt dans cette idée-là. Je voyais bien qu'il y avait une sorte de décalage, de quelque chose d'assez étrange sur le fait de me dire je suis un garçon. Ça sonnait comme faux, en fait. On me dit que je suis un garçon. Bon, bah, je suis un garçon. On m'explique que je suis un garçon parce que ceci ou parce que cela. J'étais plus en mode on va faire avec et on va voir, quoi. Mais je m'y retrouvais pas du tout. Et j'arrivais vraiment pas à saisir pourquoi. Et j'avais vraiment l'impression, presque assez tôt dans l'enfance, que j'allais presque devoir faire un travail pour justifier à moi-même, dans ma tête, d'accepter le fait que j'étais un garçon. Parce que ça allait pas de soi, en fait. Je pense que c'est plutôt comme ça. Comme je le disais, j'en parlais pas, je l'exprimais pas, mais parfois j'avais l'impression, c'est peut-être moi qui ai peut-être pas tout compris, qui est... avec le temps, peut-être que je me sentirais plus en phase avec toutes ces questions. Donc, en tout cas, j'étais pas dans l'urgence, j'avais pas un sentiment d'urgence là-dessus. Mais je pense que déjà, très jeune, il y avait ce côté on va faire avec, parce qu'au fond, si j'avais pu choisir, je pense que clairement, j'aurais préféré, dès le départ, être assignée, être perçue comme une fille. Et ça, tes parents, ils étaient au courant? Tu leur en as parlé ou ils ont vu des choses dans tes comportements? Alors, mes parents, non. Je sais que quand j'étais petite, on me désignait souvent selon un tempérament un peu... alors, je précise, je me genre au féminin même quand je parle de moi au passé. Oui. Mais évidemment, entendez par là qu'on me genrait au masculin. Mais quand j'étais petite, en tout cas, j'étais perçue comme une fille qui avait un peu la tête dans les nuages, qui était plutôt créative, etc. Et donc... je suppose, moi, avec du recul, que sans doute, lorsque je ne rentrais pas forcément dans certaines normes, c'était plutôt attribué au fait que j'étais peut-être créative, ou que sais-je, ou rêveuse. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu cet aspect-là. En tout cas, il y a une personne de ma famille, quand j'ai fait mon coming out beaucoup plus tard, donc en tant que personne trans... Quand tu as annoncé que tu voulais faire ta transition ou que tu... Alors, quand j'ai annoncé dans un premier temps que je suis une femme. D'accord. Et je l'affirme. Après, oui, il va de soi, il y a la transition qu'il y a derrière, mais quand on annonce, le plus important, enfin en tout cas comme je l'ai vécu, c'était même pas une question d'annoncer que j'allais transitionner, c'était annoncer ça prioritairement, parce qu'il ne s'agit pas de dire d'un claquement de doigts, voilà, j'affirme, désormais je suis une femme. Et je pense que quand on parle justement par rapport au vécu, on voit que non, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc c'est cela que j'entends par coming out. Et une personne de ma famille qui a appris mon coming out de manière indirecte pour le coup, mais du coup elle a pu exprimer un souvenir qu'elle avait gardé de quand j'étais petite, quand j'étais en maternelle, quand je devais avoir à peu près 4-5 ans, et elle me demandait, de manière assez classique, comment ça allait à l'école, si j'étais contente et tout. Et elle m'a trouvée assez tristounette. J'avais pas l'air d'être très heureuse. Et elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai répondu qu'il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Camille. Et elle n'a pas compris. Qu'est-ce qui me rend triste dans le fait qu'il y ait une fille dans ma classe qui s'appelle Camille? Et du coup, elle m'a posé des questions et je lui ai répondu j'aime beaucoup ce prénom. Elle n'a toujours pas compris pourquoi ça me rendait triste. Et donc elle m'a réinterrogé et je lui ai dit j'aurais voulu m'appeler Camille. Le prénom Camille est effectivement un prénom neutre, mais je précise que ce qui est important, c'est que dans ma propre expérience, les seules Camille que je connaissais à l'époque étaient des filles. Donc pour moi, c'était typiquement un prénom féminin. Et je me souviens parfaitement d'ailleurs effectivement de ce prénom Camille que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, et je me souviens aussi parfaitement que je n'étais pas du tout à l'aise avec mon prénom que mes parents m'avaient donné, qui était là pour le coup sans ambiguïté un prénom connoté masculin. Et pendant toute mon enfance, mon adolescence, ce prénom-là, je l'ai porté de manière parfois comme un poids dans sa connotation de ce que ça représentait. Non pas que je n'aime pas ce prénom-là, au contraire, je le trouve très joli, l'ancien prénom que j'avais et que je ne citerai pas. Donc quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment ramené en fait à tout ce climat, cette ambiance, à toutes ces pensées que je pouvais avoir. Je préfère plutôt te parler d'ambiance parce que des pensées, clairement, essaie de vous souvenir
spécifiquement de vos pensées quand vous aviez 4-5 ans, vous allez voir que c'est super compliqué. Mais par contre, vous allez peut-être pouvoir vous souvenir des tonalités, un petit peu de l'ambiance dans laquelle vous naviguiez, peut-être dans les grandes lignes, les représentations que vous aviez. Ça, c'est des souvenirs qu'on peut encore avoir gardés. Et je sais qu'effectivement, ce rapport à mon prénom, je m'y retrouvais pas en fait dans ce qu'il avait de masculin. Je me retrouvais pas dans tous ces feedbacks qu'on me renvoyait comme quoi j'étais un garçon et je ne le comprenais pas. Et ça, clairement, c'est quelque chose dans mes souvenirs qui m'est beaucoup resté. J'ai même allé plus loin. Si je devais essayer de trouver une expression qui correspond un petit peu à ce que j'ai pu vivre sur cette période un peu maternelle et début primaire, je disais que j'avais comme l'impression de devoir justifier le fait ou trouver une raison d'accepter qu'on me disait que j'étais un garçon parce que ça n'allait pas de soi. C'est comme si je devais en quelque sorte, ça va paraître violent, mais faire mon deuil de ne pas être une fille. Il y avait vraiment quelque chose, une incompréhension de ma part, même si je comprenais parfaitement quand on m'assignait garçon et quand on me désignait comme garçon et quand on m'expliquait à cette époque-là qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon. Mais j'avais ce côté finalement un peu mélancolique en fait à tout ça. Oui. Sans comprendre précisément pourquoi et sans être encore en tout cas dans une affirmation et dans cette capacité à pouvoir exprimer clairement je suis une fille, très clairement. Là, tu nous dis maternelle, début du primaire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Au courant du primaire, ça a évolué? Ça a commencé à se compliquer un tout petit peu à partir de primaire, notamment parce que les enfants entre eux ont tendance à plus se démarquer entre groupes de filles, entre groupes de garçons. Oui. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué, surtout que j'étais pleinement dans ces questionnements-là. Et je commençais à saisir petit à petit que, vu que je ne me retrouvais pas parmi les autres garçons, vu que je voyais justement ce clivage dans la cour de récré ou avec les amis et les copains, les copines, etc. qui pouvaient s'installer, et la perception est parfois dure de la part des adultes, en tout cas c'est comme ça que je le vivais, c'est-à-dire que parfois on séparait les filles des garçons de manière arbitraire. Ouais. Pour des jeux, je sais pas, dans une activité, il n'y avait pas de raison de séparer. Enfin, il y avait beaucoup ça qui revenait très 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 souvent, même parfois dans des activités en classe. Parfois on composait des groupes pour faire une activité, je sais pas moi, de création par exemple. Allez hop, on faisait comme ça des groupes filles, des groupes garçons. Et donc c'était beaucoup plus marqué, en tout cas à l'époque, fin des années 80, début 90. Beaucoup plus en tout cas qu'aujourd'hui, me semble-t-il. Moi j'étais fin J'avais des comme années l'impression 70. qu'il fallait que je m'intègre à un groupe plutôt qu'à un autre et que par défaut, nécessairement, on attendait de moi que dans cette ligne de débarcation, je sois systématiquement dans les groupes de garçons, que ce soit en termes d'activité, que ce soit même en termes de comportement attendu. Oui. Moi, quand j'étais petit, c'était les années 70. Fin des années 70. Ouais, c'était pareil, c'était garçon-fille, tout. Mais alors, les garçons, je les trouvais cons. Hein. Bon, après, je suis pas ni trans ni rien. Mais j'étais plus à l'aise avec les filles. Les garçons, je les trouvais bêtes souvent. Vulgaires, grossiers. Voilà, les filles, bon, ben, j'étais au moins plus calme et un peu plus posé, quoi. Voilà. Les garçons, des fois, me faisaient un peu peur, parce que moi, j'étais un peu tranquille et méditatif. Et les garçons, voilà, puis jouer au foot, moi, je détestais ça. Enfin bon, voilà, non, mais ça allait. Sauf qu'après, je me suis fait taper dessus et tout. Vous pouvez lire ça dans Mes becs ici, c'est une série Instagram que j'ai commencé. Une lente plongée en enfer, ça s'appelle. Et le compte, c'est Mes becs ici. Et, mais après, je suis tombé malade, j'ai arrêté cette série, malheureusement. Il s'arrête brutalement, où je racontais tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans les gens qui te tapent, c'est souvent des garçons, ce qui n'ajoute pas, comment dire, au mérite de ce genre. Puisque c'est tout à fait attendu de la part des garçons qu'ils aillent, je sais pas moi, grimper aux arbres, courir dans tous les sens, ce genre de choses, tous les stéréotypes qu'on connaît bien, alors que les filles, plutôt, on va considérer qu'elles sont plus posées. Quand on regarde un petit peu l'espace dans la cour de récré, ils vont prendre peut-être moins de place dans la cour de récré, parce que les garçons vont prendre toute la place parce qu'ils jouent au foot, notamment. J'étais vraiment dans une cour de récréation, le foot était très important d'ailleurs, et les garçons qui jouaient pas au foot, ça pouvait être un facteur, je vais peut-être pas dire d'exclusion,
mais Je c'était déjà un confirme. peu limite. Je pense que ça reste beaucoup le cas encore aujourd'hui, hein. Le foot, j'ai vraiment l'impression que chez les garçons, c'est un marqueur, quoi. Et autant, tu vois, moi, dans mon expérience, j'adorais jouer au foot parce que j'étais garçon manqué, c'était accepté. Alors moi, je jouais pas du tout au foot et j'ai changé d'école après m'être fait taper dessus. Et après, j'étais tout seul parce que j'étais déprimé, en fait. Et, et une petite fille, on avait une boîte à idées ou à remarques, et une petite fille, elle a dit, elle avait mis dans la boîte à idées que tout le monde lisait dans la classe, elle a dit Jean-Benoît est toujours tout seul à la récré. Ah, alors tout le monde a dit oh, bah, il faut que tu joues au foot et tout. Alors une fois, j'ai joué au foot. Comme je savais rien faire, ils m'ont mis goal. Je laissais passer tous les buts. Alors, tout le monde me huait. Ah, c'était atroce. Déjà, je détestais le foot, mais après ça, je détestais encore plus. Voilà. C'était un peu difficile. Et en fait, ils nous font chier avec leur foot, en fait. Bon, pour ceux qui aiment ça, très bien, mais bon, faudrait pas que ça devienne totalitaire. Quoi. Même si je pouvais avoir des remarques de la part des garçons ou des filles, mais je pouvais le faire. Et à mon avis, des garçons qui ne jouaient pas au foot étaient, eux, carrément limite exclus, quoi. Limite exclue, et en ce qui me concerne, non seulement j'étais pas du tout foot, mais quand il n'y avait pas d'autres activités, clairement, je restais plutôt avec les filles. Alors là, je me rappelle, c'était plutôt maternelle, début primaire, il y avait toujours à l'époque la marelle, ce genre d'activité, etc. Et donc, on pouvait me voir dans la cour de récréation plutôt naviguer comme ça dans les groupes filles, sans forcément à me couper complètement des autres garçons non Ouais. plus. Mais clairement, ouais, j'ai commencé à avoir une peur qui a commencé à se dessiner en moi, en fait, à cette époque-là, de voir ces distinctions de plus en plus fortes et d'avoir possiblement, même si j'avais pas encore d'exclusion de la part des autres enfants, je voyais bien que c'était parfois un peu limite, où je le sentais bien. Et du coup, je me rappelle que dans cette période, je me forçais moi-même à essayer, par exemple, alors le foot, c'était vraiment pas possible d'y jouer pour moi. Alors en plus, même quand j'ai essayé, alors déjà j'aimais pas ça et j'y jouais mal, l'un va pas sans l'autre forcément. Mais je me souviens par exemple, donc en primaire, donc CP, CE1, je voyais plein d'enfants à l'époque qui jouaient avec des cartes à collectionner, à coller des autocollants, et c'était sur du foot. Ça me parlait absolument pas, mais pas du tout. Fameuse carte Panini. Et je me suis dit, bon, faudrait quand même que je fasse un effort. J'avais comme cette pression sur moi, il faut que j'essaye de faire On semblant, a entre presque la guillemets. même Donc comme histoire. quoi, j'avais déjà intégré cette pression. Et je me souviens d'avoir demandé à mes parents si je pouvais avoir, ça coûtait pas très cher, un petit peu d'argent de poche pour aller acheter ces fameuses petites cartes et au moins pour faire semblant. Et je me rappelle que j'étais dans le magasin et j'ai vraiment pas pu, j'ai pas réussi. J'ai acheté autre chose à la place. Et non, je pouvais pas en fait. Mais c'était intéressant que dans mes souvenirs, je sentais vraiment sur mes épaules déjà comme si je devais à tout prix, attention, je suis déjà en train de transgresser des normes, il faut que je donne le change et que j'aille trouver quelque chose pour que, voilà, comme une sorte de compromis. Il y avait un peu de ça. J'avais l'impression que si je voulais continuer à pouvoir essayer autant que possible à me construire, à finalement expérimenter, j'étais pas dans une recherche, encore une fois, à me mettre dans une case, c'est même plutôt l'inverse. Il fallait au moins que je donne le change pour pas, c'était ma plus grande crainte, que ça me cause préjudice. Et si je pensais ça quand j'avais cet âge-là, c'est que sans doute déjà, j'avais dû, même si j'ai pas de souvenirs très précis, mais je me rappelle parfaitement comment je fonctionnais à l'époque, c'est que clairement, j'avais déjà dû avoir des petits moments peut-être d'incompréhension de la part des autres enfants ou des autres adultes, je ne sais pas, je suis pas capable de retrouver ça, mais je suis capable de me rappeler parfaitement de cette pression-là que j'avais, très clairement. Donc c'était très précaire en fait. J'avais beaucoup de mal à finalement me situer, à comprendre tout ça. Et là où ça s'est compliqué, je crois pas que ça a été lié précisément à la question de la transidentité, ou alors de manière très indirecte. Mais à partir milieu primaire, j'ai eu la malchance de tomber sur une institutrice qui avait tendance à humilier les élèves. Alors je ne peux pas du tout vérifier si ça concernait le fait que je ne rentrais pas tout à fait dans les cases moi-même, mais le fait est que j'étais pas la seule élève. Il y avait un autre élève de mémoire qui avait été concerné aussi. Je vais donner un exemple très concret. J'étais la tête dans les nuages et très rêveuse, ce qui fait que je n'étais pas forcément tout le temps organisée lorsque je devais ranger mes affaires. On avait donc des tables
avec un petit espacement où on pouvait ranger les cahiers. Et donc la maîtresse demandait à ce que ce soit correctement rangé. Bon, jusqu'ici c'est compréhensible, il n'y a aucun problème. Et là où ça a dérapé, c'est un matin. Donc la maîtresse siffle pour que les enfants se remettent en rang Déjà, elle siffle. juste à l'entrée Ok. de la classe, au niveau des porte-manteaux, on pose nos manteaux, etc. Elle fait rentrer tout le monde, mais moi, elle me dit de rester dans le couloir. La porte est grande ouverte, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui se passe dans la classe, mais j'entends parfaitement tout ce qu'elle dit. Et je l'entends parler de moi, dire que j'ai plus les mots en tête, mais en gros, elle semble indiquer à tous les élèves que je ne suis pas capable de m'organiser, de ranger mes affaires, etc. Enfin, et elle reste très longtemps à parler de moi comme ça, de manière extrêmement dévalorisante. Et puis à un moment, on vient me chercher pour rentrer dans la classe. Et là, je rentre dans la classe et qu'est-ce que je vois ? Elle avait réuni donc tous les élèves en demi-cercle autour de ma table et elle avait jeté ma table par terre pour que toutes mes affaires soient complètement dispersées. Ah ouais. Je rentre dans cette classe Violent, ouais. seule, avec tous les regards qui se fixent sur moi, avec toutes mes affaires qui sont balancées par terre, et bien sûr, c'est pas ce que j'ai fait. Avec la maîtresse aussi qui me regarde et qui attend que j'approche, semble-t-il, ce que je fais, et qui me demande de ranger tout ça, avec tous les élèves autour de moi qui ne disaient rien et qui me regardent faire. C'était dans l'enseignement Wow. privé ou quoi? Ah ouais, Donc je sans range doute, mes c'était affaires, après je sais c'était des plus trop cathos. comment c'est parti. Là, ça a été la rupture totale, dans le sens que, à partir de là, donc ça c'est un exemple d'humiliation qui est resté très fortement, je crois qu'elle a fait ça 2 fois avec moi. Elle a fait ça aussi à un autre enfant. Et à partir de là, plus personne ne voulait me parler dans la cour de récréation. J'étais complètement ostracisé. Ah non, mais cinglé, Et ça a beaucoup joué dans les craintes que je pouvais avoir justement par rapport au fait que je ne me pourquoi retrouvais ils pas disent parler les aux autres cinglés, c'est garçons, que j'avais psychophobe. peur que ça pose problème en termes d'intégration, etc. C'est venu faire écho à cette crainte-là et ça m'a beaucoup freiné dans ce qui avait très largement commencé dans la prise de conscience. Tout de suite, j'ai senti le caractère menaçant pour vivre cette année-là, avec effectivement le fait que j'avais été marginalisé par l'institutrice, très clairement, puisque l'institutrice, par la suite, avait convoqué mes parents, disant « Regardez, votre enfant, il n'y a plus personne dans la cour de récréation qui veut s'en approcher, etc. » Et donc, pour elle, c'était des éléments justifiant le fait que j'étais, je sais pas, étrange, il y avait quelque chose qui allait mal. Et à un rendez-vous avec ma mère, elle avait plus ou moins évoqué avec ma mère la question même de ma place dans l'école ordinaire classique. Ah oui. Ouais, carrément. Où elle envisageait finalement qu'il y avait sans doute quelque chose chez moi qui n'allait pas et qu'il fallait m'envoyer dans un centre ou une école spécialisée, je ne sais plus trop. Ça avait été extrêmement violent et en tout cas, ma mère n'a pas du tout considéré que c'était moi qui aurais été problématique quelque part. Mes parents avaient déjà bien conscience qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas du tout avec cette institutrice-là. On apprendra plus tard, donc je parlais d'un autre enfant qui a eu les mêmes problématiques et que les parents d'élèves par la suite, parce qu'en plus elle était directrice de l'école en plus d'être institutrice, ça s'est plutôt mal passé pour elle. Mais j'ai vraiment eu ce point de rupture, en tout cas, je pense, clairement, où j'ai commencé vraiment à me dire que si je rentrais pas, entre guillemets, dans un moule, si je trouvais pas une manière de me sécuriser en quelque sorte pour pas que ce genre d'événement recommence, tout en étant déjà consciente, à défaut de pouvoir m'affirmer en tant que fille, que, en fait, je me retrouvais pas du tout en tant que garçon, ça m'a encore plus incité à mettre ça sous le tapis. D'accord. Et je sais que j'ai vraiment expérimenté à ce moment-là le rejet et la crainte sur ces questions, justement, que ça puisse se produire. De ne pas correspondre à ce qu'on attendait de toi, finalement, de manière... Voilà. C'est un peu ça le sentiment que tu avais sans pouvoir vraiment nommer ce qui n'était pas en accord. Exactement. Avec cet événement qui n'est pas, à mon avis, forcément associé. Après, je sais pas, je peux pas le vérifier. Et on sous-estime souvent parfois entre la perception que les adultes peuvent avoir, les enfants, etc. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment arrivé à un moment où même je commençais de plus en plus, juste un peu avant, je voyais par exemple certaines filles qui s'habillaient de telle ou telle façon. Ouais, j'avais envie de pouvoir m'habiller un petit peu comme elles, en fait. Juste avant ce moment d'humiliation aussi, je me rappelle, il y avait eu un effet de mode où les garçons se laissaient pousser une petite queue de cheval. Et moi, j'avais sauté sur l'occasion. Je me suis dit, voilà, au moins, ça me permet d'avoir les cheveux un peu longs. Alors, c'était une queue de cheval, c'était pas les cheveux très, très longs.
J'étais vraiment dans cette période-là. Mais j'insiste vraiment sur les personnes qui écoutent et qui pourraient se dire « mais c'est très stéréotypé tout ça ». Il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre et je crois qui est vraiment central. J'étais pas attiré par le fait d'avoir les cheveux longs, par le fait de jouer à telle activité ou par telle couleur ou que sais-je. C'est en termes d'interaction sociale, de perception que les autres pouvaient avoir de moi, de perception que j'avais de moi-même. J'étais effectivement beaucoup plus dans ce mimétisme qui à l'époque correspondait à ce qu'on pourrait qualifier de stéréotype, mais pas parce que j'étais dans le stéréotype, parce que j'entends parfois des discours où on entend regardez comment c'est extrêmement stéréotypé quand on parle de la transidentité des mineurs qui sont attirés par telle activité, etc. Mais en fait, non, c'était pas tant l'activité en tant que telle, c'est vraiment beaucoup plus profond que cela. Je cherchais pas à correspondre, en fait. Je cherchais à être avec et, si possible, à être perçu, à défaut d'être perçu comme un garçon, au moins faire tout pour éviter qu'on me rebalance ce feedback. Et voilà, enfin, je veux dire, si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous alliez regarder à peu près ce que je faisais à l'époque quand j'avais cet âge-là, je pense que en termes d'activité, en termes de vêtements, en termes d'intérêt, on pourrait difficilement me mettre dans une case stéréotypée à l'époque féminin ou masculin. Même en termes de dessin animé, de représentation, j'aimais bien regarder des trucs de super-héros, genre Batman. J'adorais aussi tout ce qui était plutôt perçu comme girly, à tel point qu'il était hors de question d'en parler dans la cour de récré, sinon c'était l'exclusion. Donc, quand je dis girly, alors à l'époque, j'adorais tout ce qui était Fantomette, j'adorais tout des animes japonais qui étaient plutôt considérés comme girly, je sais pas, Sailor Moon. Je me rappelle notamment d'un dessin animé qui me fascinait. Ça s'appelait Ranma à demi. Voilà. L'histoire de personnes, notamment d'un petit garçon qui avait été maudit et qui se transformait en fille. Alors, c'était marrant parce qu'on ne peut pas qualifier ça de la transidentité parce que le garçon vivait ça comme une malédiction et surtout, le dessin animé, c'était plus des séries de sketchs sur les malentendus qu'il pouvait y avoir parce qu'il passait de garçon à fille, etc. Mais je me rappelle que c'était le genre de dessin animé, quand j'étais en primaire en tout cas, qui me parlait. En fait. Donc en fait, ce que tu décris, c'est une sorte de fluidité de ta part, de passer d'intérêts qu'on pourrait qualifier de plutôt garçon et des intérêts de fille et inversement. C'est-à-dire tu naviguais entre les deux. Oui, alors si on est vraiment sur cette approche de stéréotype, je rentrais pas dans les cases conventionnelles de l'époque, très clairement. Comme beaucoup d'enfants, j'allais selon soit ce qui m'intéressait, soit, comme je le disais aussi sur l'aspect social, avec les autres filles. C'est vrai que dans mes souvenirs, j'avais pas... je sais pas si on peut qualifier ça de fluidité, mais... c'est parce que j'ai coupé juste avant. Ouais, en tout cas, j'étais pas dans les normes stéréotypées de l'époque. Je me retrouvais pas dedans. Je ne me retrouvais pas dans le fait d'être perçu comme un garçon, très clairement. Et je suppose que sans doute aussi, c'était trop fort, trop puissant, même à y penser, à exprimer, de dire je suis une fille. J'avais même pas cette possibilité-là, en fait. Je voyais personne autour de moi, ou même dans les fictions, dans les représentations, ou sauf quand on était vraiment dans la fantaisie. Et paradoxalement, quand on était dans la fantaisie, ça renforçait le fait que pour moi, on était face à une impossibilité, en fait. Donc c'était pas possible pour moi. Il y a quelque chose d'intéressant, je me rappelle quand j'étais enfant aussi, donc là c'est avant cette période d'humiliation. Mon rapport à la religion. Donc j'allais à la messe. D'ailleurs, j'ai eu la chance, je comprenais rien parce que la messe, on la faisait en latin. Ah oui ? Ouais, en partie. Oui, là, c'est carrément effectivement traditionnaliste. Pas toujours, mais en partie. Donc finalement, les seules informations que j'avais dans la sphère religieuse, c'est ce qu'on pouvait exprimer lorsque j'allais au caté, en petit groupe, pour retracer l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce genre de choses, mais adapté aux enfants. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais dû demander, quand on imagine Dieu dans sa tête, comment on se le représente, etc. Et on me disait, Dieu se présente comme toi, tu l'imagines. Enfin, il y avait tout un discours comme ça. Et il y avait dans les églises, il y a toujours dans les églises, beaucoup de représentations de la Vierge Marie. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai complètement transformé le panthéon chrétien, si on peut l'appeler ainsi, de manière féminin. Et ça, c'était vraiment... assez particulier parce que lorsque j'ai appris, notamment avec mon frère qui s'était beaucoup moqué de moi, puisque j'avais complètement tout mélangé, Jésus, etc. Enfin bref, ça allait dans tous les sens, comme les enfants peuvent faire, surtout que c'est un peu compliqué, la Bible. J'avais été tellement attristé d'apprendre que même dans la religion, en fait, il n'y avait que des gars.
pour aller vite. Et ça m'avait vraiment marqué. Il y avait vraiment cette recherche-là, en fait, de ma part, où voilà, Des héros féminins. des représentations féminines, très clairement. Puisque vu que la religion, dans mon environnement, était très imbibée du catholicisme, même dans la religion, je cherchais des représentations. Et quand on me disait, bah, tu imagines comme tu veux tel personnage ou autre, bon là on parlait de Dieu, je me disais, bon ben, ça sera une représentation féminine pour le Ziva, coup. c'est une fille. Et c'était Bah pas le oui. cas. Et ça avait été sujet de moquerie C'est pas- de la part de mon frère. Lorsque Il est mon un peu frère avait transgenre, découvert, je me Dieu, rappelle, non? c'était Il une y a les crèche. deux à la fois, non? On m'avait demandé, bon bah alors est-ce que tu peux identifier les personnages, etc. J'avais tout confondu, effectivement. Et j'avais genré notamment des personnages au féminin. Et bon. Et, Bah oui, mais ils portent des robes bah oui, aussi, et alors. voilà. Ils Et- ont les cheveux longs. Ouais. Et j'avais tendance aussi, même dans l'apprentissage de l'écriture, j'avais tendance à tout féminiser. Ah oui? Et je me faisais beaucoup rouspéter d'ailleurs. Donc là, c'est au tout début, début primaire. Tu peux donner un exemple? Notamment dans l'apprentissage de mettre des E au féminin. Sur certains mots, j'avais tendance systématiquement à tout mettre au féminin, en fait. D'accord. Et donc, quand je ne savais pas s'il fallait mettre le E féminin ou pas, moi, par défaut, je mettais toujours le E féminin. Et les maîtresses de l'époque, à chaque fois, je me faisais un peu taper sur les doigts. C'est vrai que c'était très, très particulier. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui essaie de compenser quelque part? Je me suis toujours posé la question, mais je sais que quand j'étais petite, ça revenait souvent. Peut-être, comme tu dis, de chercher des représentations féminines, parce que c'est vrai que même dans la fiction, à l'époque, c'était là aussi très asymétrique, forcément. Le fait aussi que parfois on plaçait même les enfants à des horaires ou à des programmes qui étaient déjà sélectionnés par les parents ou sur des chaînes avec des dessins animés ou des fictions qui étaient plutôt réservées pour les garçons, puis des Clairement. moments, voilà. Et j'avais un vide en fait. Il y avait un manque et j'arrivais pas à saisir, à l'expliquer, ni non plus à en parler. J'aurais très bien pu en parler de tout ça en fait quand j'étais petite parce que c'était... À défaut de comprendre, il était clair dans ma tête que je sentais ce décalage-là et tout ce que je viens d'évoquer, mais non, je ne crois pas en avoir parlé ni à des enfants, ni à des adultes, à mes parents. Tu avais peur qu'ils te comprennent pas, ou plutôt tu avais peur d'être rejeté par tes parents alors en parlant, ou c'était juste pas venu à l'idée? Alors, je pense, rejet de mes parents, non. Mais je pense qu'en fait, là où j'étais mal à l'aise, c'était que, vu que j'avais moi-même du mal à exprimer les choses, vu que j'avais moi-même du mal à saisir et à comprendre tout cela et à mettre des mots, en fait, je l'exprimais pas. Alors, au niveau des enfants, clairement, je pense qu'il y avait cette peur du rejet qui était déjà présente, pas au niveau de mes parents, je crois pas. Je crois pas du tout. Mais au niveau de l'expression, pour dire quoi, en fait? Là, je suis en train de parler d'une période où j'avais entre 5 et 8 ans. Quels mots j'utilise? Qu'est-ce que je dis? Dire je me sens pas garçon, ça veut dire quoi? Est-ce que ça a du sens? Dire je suis une fille, ça veut dire quoi? Sachant qu'on m'a expliqué déjà à l'époque, même de manière très naïve, la distinction fille-garçon, etc. Ça n'avait pas de sens. Il y avait souvent quelque chose qu'on me disait quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, tu comprendras plus tard. Ah oui. On me disait ça, notamment dans mon éducation religieuse. J'avais tendance à être parmi les enfants qui posaient plein de questions. Les fameuses questions simples, mais qui paraissaient être gênantes, notamment pour les animateurs et les animatrices. Je me rappelle que très petite, on m'avait déjà expliqué que Dieu ne pouvait qu'exister puisqu'il faut bien qu'il y ait une cause à tout, le fameux argument de la cause première, et moi je ne pouvais pas m'empêcher de dire mais quelle est la cause de Dieu? Oui. Alors en tout cas à l'époque, je ne sais plus si c'était par rapport à cette remarque que j'avais pu faire, mais très souvent on me disait tu comprendras quand tu seras plus grande. Parfois, on me disait aussi, c'est ça, avoir la foi. On sortait ce genre de choses. Et donc, je pense qu'il y avait un petit peu ça chez moi. C'est-à-dire, je ne comprenais pas et je me disais, peut-être que par rapport aux autres enfants, je suis en retard sur ces questions parce que les autres enfants, me semblait-il, n'ont pas l'air d'avoir les mêmes gènes que moi ou les mêmes décalages. Parfois, je me disais aussi, mais peut-être qu'ils n'osent pas en parler. Mais je me disais peut-être qu'en grandissant, ça va venir tout seul, que je trouverai des réponses, que j'arriverai à trouver une sorte d'équilibre par rapport à ma propre identité. Je ne pensais pas en termes d'identité à l'époque, bien sûr, pas consciemment, mais c'est vrai que pour parler de manière anachronique, je me sentais clairement déchiré par rapport à tout ça, très clairement. Quand j'étais en CE1, dans l'école dans laquelle j'ai toujours été depuis toute petite, puisque c'était primaire et maternelle,
Mes parents, pour des École raisons catho à 100%. professionnelles principalement, ont déménagé. Donc, on a changé de ville. On a été dans une ville très proche. On est passé d'une petite ville à une ville beaucoup plus grande. Donc, ça impliquait, on change d'école, etc. C'était pas plus mal me concernant parce que la dernière année s'était plutôt mal passée pour moi dans l'école dans laquelle j'étais. J'étais pas forcément contente et ravie de déménager puisque ça supposait on change l'environnement, on quitte sa chambre, etc. comme tous les enfants à cet âge-là. Mais d'une certaine manière, ça a sans doute contribué aussi à éviter que les choses s'enveniment là où j'étais en fait, je pense. Donc ça a été plutôt bienvenu. J'arrive donc dès la CE2 dans une nouvelle école. Classiquement, je suis la nouvelle, donc personne ne me connaît. C'est vrai qu'il y Et a je me genre, souviens avoir à été lui, très genre, gêné en fait sur la question de l'intégration précisément, puisque c'est une chose de connaître les élèves dès la maternelle, quand bien même on peut avoir cette impression de décalage, au moins on se connaît. Là, je connaissais personne et même je me posais clairement les questions qui je vais voir dans la cour de récréation, avec qui je vais commencer à essayer de lier des liens d'amitié. Enfin, les questions classiques que les enfants qui déménagent peuvent se poser avec, en ce qui me concerne, cette difficulté sur cette question justement de cette séparation, de cette distinction avec les garçons d'un côté, les filles de l'autre, etc. Finalement, alors j'ai eu un petit peu de difficulté, mais progressivement, les choses se sont faites sans que je fasse véritablement d'efforts ou que j'aille trop dans ces réflexions, notamment parce que j'ai eu la chance, pendant ces années-là, d'avoir des institutrices vraiment super, vraiment incroyables, qui ont été un petit peu l'antithèse de ce que j'ai pu vivre avant. Là, pour le coup, le fait qu'à l'époque, j'aimais beaucoup écrire ou faire des poèmes, le côté créatif, etc., c'était plutôt valorisé et du coup, ça m'a peut-être redonné un peu plus confiance de me laisser aller, en fait. De ne pas chercher systématiquement à vouloir m'intégrer de telle manière, etc. Et les choses ont fait que, très souvent, bah oui, j'étais plus avec les filles, sans problème. Je jouais avec les filles, des jeux qui n'étaient pas forcément typiquement de filles, mais je me suis vraiment laissé un peu plus vivre, je dirais. Et petit à petit, justement à travers cette ouverture en termes de sociabilisation, c'est comme ça que je pourrais la définir aujourd'hui, cette impression finalement, comme si on me disait pas de souci, bah, vers mes 9-10 ans à peu près, ça a été le déclic en fait. Je me sentais super bien dans le fait d'être avec les filles c'est cool. et même dans le fait parfois de parler au féminin. Parfois c'était à travers des jeux de rôle. Ah oui. Parfois il y avait le côté aussi un peu protecteur de on joue. Qui faisait que c'était peut-être moins difficile pour moi. Mais en tout cas, il y a eu tout ce moment-là où effectivement, j'ai pu me déclarer à moi-même dans un premier temps, je suis une fille. D'accord. Ah oui. En fait, je dirais même que j'ai pu dire, mon décalage vient de là, en fait. Et ça fait très rapidement, en fait, je cherchais la formulation adaptée, c'est-à-dire, bon, comment on résout l'équation pour aller vite, comment parler de ça, en fait. Ça me fait un peu rire, j'aurais très bien pu avoir la formulation je suis une fille dans le corps d'un garçon, puisque c'est parfois des formulations qu'on peut entendre, et c'est vrai que surtout pour les enfants, voilà, c'est peut-être la formulation qui vient le plus spontanément, voilà. Mais moi, à l'époque, ça me convenait pas. D'accord. Ça me convenait pas parce que je m'étais déjà un peu éloignée, en fait, de l'aspect religieux quand j'avais 9-10 ans. Et ça me donnait l'impression, allez, on va parler d'âme d'un côté, de corps de l'autre. Ça, c'est intéressant. C'était très présent dans mon Moi, éducation, je me dans ce suis milieu longtemps, chrétien, catholique. J'ai longtemps disqualifié dans ma tête la transidentité, enfin, en me disant, ouais, des filles dans le corps de garçon et vice-versa, c'est quoi? C'est leur âme, c'est des conneries, tout ça et tout, quoi. Mais bon, si c'est pas ça, bah, ça peut s'entendre, hein, du coup. Je veux dire, il n'y a pas des anges désincarnés qui rentrent dans des tuniques de peau et merde, je me suis trompé de tunique, ça c'est un garçon et moi je suis une fille. C'est pas comme ça, hein, je crois pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Mais donc, si tu te dis, bah voilà, moi je me sens mieux, ouais, pourquoi pas, c'est très légitime. Mais... catholique. Et du coup, j'ai eu une autre formulation assez rigolote que je ne reprendrai pas maintenant en tant qu'adulte. Sur le chemin du retour de l'école, mes parents étaient venus me chercher, donc à pied. Et j'étais super contente parce que justement, ça y est, je commençais vraiment à trouver les mots. Et j'ai dit à mes parents, et je me souviens très bien de cette formule, j'ai dit à mes parents, papa, maman, j'ai le cerveau d'une fille dans le corps d'un garçon.
J'ai parlé en termes de cerveau, D'accord, ça revient un peu au d'accord. même. J'avais déjà pris mes distances un peu avec les autres concepts religieux. Et quand j'ai dit ça, le fait de le dire à voix haute, le fait de le dire à mes parents, ça m'a tellement euh, empli de joie, vraiment. Ça m'a rendu vraiment euphorique. J'ai exprimé quelque chose, peut-être de manière maladroite ou que sais-je, mais je l'ai dit et ça y est, ce qui avait été un décalage, tout de suite, ça faisait sens. Même si, à l'époque, évidemment, j'étais loin de percevoir les conséquences que ça pouvait signifier. C'est très important aussi de rappeler, donc là, on est début des années J'imagine 90, l'accueil des parents le mot, cathos. j'avais pas le mot trans. J'avais aucun accès. J'étais dans une impossibilité cognitive, pour reprendre des mots un peu plus, voilà, que je... Vous ne pouvez pas conceptualiser. Je ne pouvais pas conceptualiser, donc j'ai fait avec ce que j'avais à l'époque. Et ce que j'avais à l'époque, c'était ça, et c'est la formule que j'ai trouvée. J'ai le cerveau d'une fille dans le corps d'un garçon. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Comment ils ont réagi à ça? Alors, c'est là que ça se complique. Généralement, on pourrait s'attendre à 2 types de réactions. Soit une acceptation, peut-être qui prend du temps, ou un rejet. Je n'ai ni eu d'acceptation, ni eu de rejet, j'ai eu de l'indifférence. De l'indifférence ou du Du silence? déni. Du déni. Plutôt du silence, mais que j'ai vécu comme de l'indifférence. Comme si finalement j'aurais pu dire, je sais pas, j'aime la glace vanille. Ou que j'aurais pu sortir une banalité, en fait. C'est comme si ce qui avait été important pour moi à ce moment-là précis, et ce qui est resté d'ailleurs ancré dans ma mémoire des décennies plus tard comme un moment important dans ma vie, ne m'a pas semblé avoir d'écho. Mes parents, j'ai pas vu de réaction en fait. J'étais joyeuse, mais cette absence, est-ce qu'ils l'ont entendu ou pas? Je sais qu'ils l'ont complètement oublié pour avoir posé la question récemment. Ah, ils ont oublié l'événement. Ils ont complètement oublié l'événement. Ah, waouh! Ça n'est pas du tout resté. Voilà. Ils l'ont complètement oublié. On Ouais, un dirait mes silence, une parents. indifférence, je sais pas comment l'exprimer, mais une absence totale de feedback en fait. Est-ce que ça peut être lié, d'après toi, au fait que justement, eux-mêmes n'étaient pas forcément en mesure de le conceptualiser ou de faire le lien? Je suppose. Je pense aussi que à la sortie de l'école, une enfant qui sautille, qui est toute contente, on se dit bon bah voilà, elle est dans le jeu aussi. Il y a peut-être ça, je sais pas. Oui. C'est pas sérieux ou je sais pas du tout. C'était pas un ton solennel. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque part, Alors, c'était ta pas un manière ton de solennel, mais je me rappelle très bien que ça avait été très important pour moi et que je leur avais clairement dit. Je me souviens même des mots, autant il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, je me souviens de cette formulation-là. Et le rien qui vient après, en fait. Ce rien qui vient après est allé en écho avec moi-même dans le sens « et maintenant ?» Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais quoi de ça? En fait, paradoxalement, c'est comme si on prenait son élan, qu'on avait l'impression de faire un gros saut, que finalement, il se passe rien parce que il y a plus de mouvement possible, en fait. C'est un peu ça. Il y a plus de mouvement possible après ça. Et j'ai presque les larmes qui viennent là, mais il y avait paradoxalement, ça venait comme fixer un cran d'arrêt. C'est comme si j'avais fait le maximum. Ah oui. C'est comme si le simple fait d'avoir formalisé, bah voilà. J'avais aucune possibilité après ça, je voyais rien. Oui, bien sûr. Et le silence de mes parents ou l'indifférence semblait sonner comme en écho à mon propre point d'interrogation sur ce et maintenant en fait. Donc ça aurait pu être une ouverture vers ouais. un accompagnement des adultes ou une conversation ou des éclaircissements peut-être de la part des adultes sur ce que tu pouvais vivre. Et ça a été une sorte de mur en fait. Ouais. Mais pas un mur par un rejet, même pas par la peur d'une menace en termes de stéréotypes, de normes sociales, même pas. Pour preuve, mes parents n'ont pas mal réagi. N'ont pas changé d'attitude vis-à-vis de toi. Voilà, n'ont pas commencé à s'inquiéter, comme ça peut être le cas dans beaucoup de familles. Pour les enfants mineurs, qui ne rentrent pas dans les normes attendues en termes d'identité de genre ou même en termes d'orientation sexuelle. Ça peut vraiment créer des crispations, des incompréhensions. Mais non, j'ai franchi une étape et je suis face à un mur, je suis dans une impasse. Pas aller plus loin. Ouais. Donc comment composer avec ça à l'époque? Ce que j'ai fait à partir de là,
à défaut de savoir quoi faire, j'ai continué à me laisser vivre un peu encore dans cette histoire de compromis que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, je restais quand même prudente par rapport à quelques expériences passées que j'ai pu vivre à une période, même si les choses se passaient à peu près bien jusqu'à la fin de la primaire, pour éviter toute forme d'exclusion ou de regard un peu étrange. Mais à cette époque, donc j'ai commencé à me laisser un peu plus vivre, à me laisser aller dans des activités qui, pour le coup, à l'époque, pouvaient être vraiment perçues comme déjà interrogateurs. J'ai commencé à faire de la danse classique, du modern jazz. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire, si c'était possible, pour faire de la danse, qui était une activité, en tout cas dans le groupe danse que j'allais, avec que des filles en fait à l'époque. T'étais donc isolée, il n'y avait pas du tout de garçons Il y avait un deuxième garçon dans ma mémoire. Donc c'était des grands groupes, il y avait un deuxième garçon. Et j'étais intéressée par la danse parce que j'étais fascinée par les mouvements. Et aussi, clairement, le fait de pouvoir être dans une activité, dans un milieu que entre filles. Très clairement, ça a joué. Ah oui. C'est pas une question de stéréotype. Je savais très bien que j'étais perçue comme un garçon. Mais autant que possible, j'avais envie de pouvoir... Voilà, qu'on me laisse vivre en fait, qu'on me laisse me construire et me sociabiliser indépendamment de tout ça. Et tes parents, ils ont pensé quoi du fait que tu veuilles suivre des cours de danse? Alors, de mémoire, ça n'a pas posé de problème. Je pense aussi que ce qui a beaucoup joué, c'est que vu que j'étais déjà parfois très souvent représentée dans cet aspect un peu créatif, à expérimenter plein de choses, etc., il semblait qu'il y ait une certaine cohérence. Le fait en plus qu'à l'époque, ça ne posait pas problème non plus. J'avais aucun souci avec les institutrices. Au contraire, il y avait... Tout se passait bien. Ouais, contrairement à ce que j'avais pu vivre dans le passé, il n'y avait aucune remise en cause, il n'y avait aucune interrogation. Il n'y avait pas de friction sociale apparente. Non, ou pas plus que d'autres enfants, je dirais, pas plus que ce que pourraient vivre d'autres garçons, d'autres filles. Et ce qui est assez marrant avec cette histoire de danse, alors j'ai aimé faire un peu de danse, hein, très clairement, c'était chouette. Mais j'étais toujours renvoyé dans les groupes au fait que j'étais le seul garçon ou l'un des rares garçons à être dans le groupe. C'est-à-dire que paradoxalement, parce que j'étais dans un groupe où il n'y avait que des filles, on me renvoyait en permanence le fait que j'étais un garçon. Et ça allait même plus loin. Les animatrices dans le groupe danse, qui étaient vraiment super, sympathiques, etc., ça leur tenait à cœur de valoriser le fait que des garçons qui fassent de la danse. Tu étais une denrée rare. J'étais une denrée rare. Mais alors, elles étaient parfaitement bien attentionnées, mais moi, je le vivais mal, en fait. Je voulais être comme les autres filles, sans distinction en termes de valorisation ou de dévalorisation, ou que sais-je, en fait. Tu voulais être normale, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ne pas spécialement être mise en avant. Exactement. Et surtout pas être mise en avant par le fait que j'étais, comme tu disais, la denrée rare, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas fait longtemps de la danse, j'ai fait 2 ans. Et après, je me suis arrêtée là-dessus parce que je n'étais pas forcément bonne danseuse non plus d'ailleurs. Mais j'avais été très contente de découvrir la danse. Mais encore une fois, on retournait à ce côté décalage en fait. On revenait au fait que quand j'essayais de trouver, une sorte de compromis avec moi-même, avec la société, avec le regard des autres, etc., ça me ramenait toujours vers ça, comme si on me plaquait une étiquette, comme si on me mettait dans une catégorie. C'est sûr que la danse, c'est quand même très, très codifié. Et en danse classique, en particulier, le rôle des hommes et le rôle des femmes est super marqué, quoi. Ouais, complètement. Donc, à l'époque, tu étais bien intégrée, tu avais des amis, tu avais des meilleurs amis. Oui, alors j'avais des copines, j'avais des copains. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et évidemment, j'ai surtout pas envie de donner l'impression, parce que ce serait faux, d'être dans l'école qui avait déjà complètement fait exploser les distinctions en termes de genre. Non, c'est pas vrai du tout. Impressionnant. Non, pas du tout. Alors, je rappelle, en plus, dans une école catholique. Donc, d'accord. Mais ce qui était intéressant, en primaire, et ça, je pense qu'on le doit aux institutrices que j'ai rencontrées, qui font beaucoup, en fait, pour installer le cadre. Je dis, voilà, ouais, j'ai vraiment cette impression-là que les enfants avaient, en tout cas à l'époque, ça me semblait déjà beaucoup moins codifié, paradoxalement, de ce que j'avais pu vivre lorsque j'étais dans l'autre école publique, notamment. Dans tout ce que tu décris sur ce décalage social et cette volonté que tu as à la fois de te plier aux exigences et à la fois d'aménager un espace avec une liberté intérieure, personnelle,
de pouvoir exprimer ce que tu veux exprimer, vivre ce que tu veux vivre. Ça me renvoie au mot qu'on entend beaucoup sur la transidentité, qui est la dysphorie de genre. Et moi, le plus souvent, je l'entends comme étant un décalage qu'on a soi vis-à-vis de son corps. Toi, ce que tu décris, c'est plus social. Est-ce que tu avais aussi une dysphorie de genre liée à ton corps? Est-ce que tu avais des problèmes avec ton corps à cet âge-là? Ouais, je pense que très clairement, quand on parle de dysphorie, finalement, on parle d'un mal-être, d'une souffrance Voilà. par ce C'est une décalage. souffrance. Oui, Mhm. complètement. Au niveau social, c'est-à-dire des feedbacks qu'on me renvoyait, la manière dont on me percevait, la manière dont j'avais parfois l'impression que je devais me percevoir moi-même parce que c'est ce qu'on me demandait. Ouais, ça m'a... Alors, souffrance au sens très fort du terme, je sais pas, je parlais au début, il y avait ce côté un peu mélancolique, il y avait ce côté de tristesse un peu indéfinie, qu'on pourrait qualifier effectivement en termes de dysphorie de genre. En ce qui concerne la dysphorie de genre en termes de corps, ça a été un peu plus tardif. J'ai commencé à me poser des questions assez tôt, lorsque je devais avoir 6-7 ans. Quand on commence à réfléchir, quand tu seras plus grande, ce genre de choses. Donc forcément, ça amène, sans saisir forcément tout, à essayer de se projeter. Comme les enfants peuvent parfois s'imaginer dans la cour de récréation jouer à des personnages adultes, qui vont être des garçons, qui vont être des filles, qui vont être des hommes, des femmes. Moi, j'avais parfois des difficultés avec ça. En termes de corps, en tout cas, début primaire, c'était un peu présent, mais c'était plus des interrogations sur la projection du plus tard. L'évolution. C'est ça. Je sais que c'est dans cette période-là, 10-11 ans, avant la puberté, que j'ai commencé à avoir quelque chose qui m'a perturbé. Je me rappelle très bien, la maîtresse laissait plein de magazines pour enfants dans la classe, et il y avait des moments de pause, on avait le droit d'aller les consulter. Il y avait un groupe de garçons qui étaient en train de regarder un magazine avec des représentations d'extraterrestres. Alors, dans la science-fiction classique, à la Star Wars, comme on s'imagine, etc. J'étais pas dans le groupe de garçons, mais j'écoutais. Et ils commençaient à essayer de se dire « Ah bah si j'étais un extraterrestre, moi je suis celui-là. » Certains, c'était « Ah, t'as vu comment il est très fort, etc. » Ou « Il a un super sabre laser, ou que sais-je, je sais plus trop ce que c'était. » Et puis une fois qu'ils sont partis, je me souviens, j'ai été voir ce magazine de plus près, les différents personnages qui étaient proposés. Je me suis posé la question, si j'étais une extraterrestre, je serais qui? Et là, j'ai été perturbé par l'évidence que j'ai eue. Mon regard, tout de suite, s'est tourné vers une extraterrestre. Et je voyais bien qu'il y avait d'autres personnages, qu'il y avait des gadgets incroyables, etc. Et spontanément, non. Tout mon regard était tourné là-dessus. C'était le seul personnage, donc sur la double couverture, féminin, qui était genré féminin, femme adulte pour le coup. Puisqu'on restait bien sûr dans des extraterrestres qui restaient avec des signes très science-fiction, mais humanoïdes, bien sûr. Et ça m'a perturbé, en fait. L'évidence, parce que là, c'était... T'as vu ton réflexe immédiat ouais, et... Là, c'était le corps. Ouais. On parlait pas de perception, on parlait pas de centre d'intérêt. De centre d'intérêt ou que sais-je. Là, on parlait de corps. Et en plus, ce qui est très prégnant avec ce souvenir-là, c'est que c'est vraiment arrivé quasiment à la veille du collège et de la puberté, pour le coup. Ouais. Et c'est là que je savais, parce qu'à cet âge-là, on le sait, qu'on va changer. Et oui. Je n'avais pas encore tout à fait changé, précisément, mais ça a comme annoncé ce qui allait m'arriver dans le futur. Ouais. C'est-à-dire... quoi que je fasse, j'irai pas dans cette direction-là. C'est vrai que ça m'a marqué et, comme je le disais, j'exprimais pas tout ça. Mais là, pour le coup, j'étais terrifié à l'idée d'en parler, en fait. Peut-être à cause des discussions qu'on peut avoir sur les petites filles quand tu seras plus grande, les petits garçons quand tu seras plus grand, avec toutes les représentations, etc. Il me semblait que dans mes propres représentations, dans les propres attentes sociales, etc., là, on arrivait vraiment sur des limites où, dans ma peur même d'être pour le coup rejeté, ou qu'on commence à se poser des questions, il était clair que pour moi, à cette époque-là, non, ça j'en parlerai pas. J'en parlerai pas, ni à d'autres enfants de mon âge, et surtout que pour avoir observé les autres garçons, je voyais qu'à chaque fois, les enfants se représentaient sur des personnages selon leur sexe, en fait, selon leur genre. Je voyais pas d'autres personnes évidemment, mais de la manière aussi spontanée. Ça m'a beaucoup perturbé. Ouais. Et je pense que très clairement, en ce qui concerne mon propre corps et à l'anticipation même de comment j'allais grandir, là, j'ai senti quelque chose presque comme de la peur de devoir
subir cette direction-là et que Mhm. je pouvais rien faire en fait. Et tu parles de la danse, alors on comprend que pour danser, il faut avoir conscience de son corps, il faut maîtriser son corps, avoir bien conscience de chaque membre, etc., etc. Donc, j'imagine que tu n'étais pas dans une négation de ton corps. Peut-être que certaines personnes peuvent en arriver à se couper de leur corps. Tu vois ce que je veux dire dans ce genre de situation? Ça n'a pas l'air d'être ton cas, mais alors je vais te poser une question qui est très intime et tu n'es pas du tout obligé d'y répondre. Mais dans l'enfance, très souvent, les enfants touchent leur sexe, peuvent se masturber, etc. à un âge très très précoce, à partir de 3-4 ans, sans problème. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de pratique ou d'exploration ou pas du tout? C'est-à-dire que non, tu n'envisageais pas ça pour toi-même, enfin, c'était pas... Non, alors oui, c'est une question très intime, mais non, clairement non, j'avais pas... Je sais pas à l'époque c'était déjà le cas, mais sur tout ce qui concerne le corps, tout ce que tu viens d'évoquer, exploration, j'avais plutôt une tendance à fuir en fait. Je me suis jamais vécu comme si mon corps n'était pas mon corps ou que j'avais un mauvais corps. Ouais. J'ai bel et bien eu la formulation à mes parents, cerveau de fille dans le corps d'un garçon, mais j'exprimais ça presque comme une configuration qui avait l'air de fonctionner, qui n'était pas banale, Compatible. mais c'était pas en mode mon corps n'est pas mon corps, ou voilà, etc. Alors bien sûr, je pense que si on m'avait posé la question de manière fantaisiste, si tu avais pu naître et choisir ton sexe, clairement, oui. Mais bon, ça c'est purement des exercices de pensée, j'ai envie de dire. Mais alors, oui, j'ai eu des moments, mais beaucoup plus tard dans l'adolescence, où disons que moi et mon corps ne faisaient pas bon ménage, on va dire ça comme ça. Mais non, pas à cette époque-là. C'était même plutôt l'inverse, en fait. Quand tu parlais de la danse, je me demande s'il n'y avait pas aussi cette recherche pour moi de mieux m'incarner dans mon corps, précisément, aussi, à travers les mouvements. Je pense qu'à travers, justement, la danse, ce qui m'attirait aussi, c'était peut-être d'être plus en phase, mais vraiment en termes de sensations, en termes artistiques, de l'harmonie entre la musique, la gestuelle, etc. Ce qui est certain, en tout cas, je cherchais à être plus à l'aise, mieux dans ma peau. Je dirais ça. Terrible, terrible. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les plombs ont sauté, voilà. Les plombs ont sauté, donc j'ai changé de casquette. J'en ai changé de casquette de rage. Et c'est la 3e fois depuis en 1h30, quoi. Alors, fuck, maintenant. Comment on peut travailler dans ces conditions? C'est terrible, ça. Alors, voyons voir. Voyons voir. Difficile, hein? Parce que normalement, on a une bonne installation. Et puis, voilà, quoi. On a une bonne installation. J'ai regardé. Il n'y a pas d'appareil qui démarre de façon intempestive. Là, j'ai tout éteint. Je sais pas. Est-ce que c'est mon ordinateur? Est-ce que c'est ma rallonge? J'ai une rallonge avec pas mal de multiprises. C'est peut-être ça. Faudrait que je me rachète une multiprise avec un onduleur parce que pour l'ordinateur, c'est pas terrible tout ça. Bref, c'est la merde. Et là, en plus, j'ai pas le titre du stream. J'ai pas la bonne typo. Oh, il m'a viré ma jolie typo. Ah oui, il faut que je lance Creative Cloud. Et qu'après je lance. Bon, je vais pas relancer Ops. Hein. Je suis désolé. Donc, zut, alors, je suis contrarié, les amis. Heureusement, je suis tout seul à faire ma complainte dans la solitude de Twitch, dans la foule de Twitch. Je suis seul avec mes plombs fondus et mon stream en déroute. C'est une chose terrible d'être seul parmi la foule. Mais voilà, c'est mon cas. Dessinateur perdu, dessinateur valeureux mais sans succès. Et que la technique trahit honteusement. On a beau investir dans du matériel, des logiciels, une petite table de mixage, et rien n'est fait. Quand le destin a décidé que tu resterais dans la médiocrité de Twitch, laquelle l'algorithme t'invisibiliserait, que si jamais tu as 3 spectateurs, tes plombs iraient jusqu'à sauter pour t'empêcher d'atteindre ton but d'avoir 4 spectateurs.
bien quand le destin s'oppose à toi comme ça, il n'y a rien à faire. Rien à faire si ce n'est s'obstiner. Continuer malgré l'obscurité et l'adversité. Bon, la musique m'inspire. Allez, hop, on va continuer. On va relancer Méta de choc. Ça a vidé mon chat, c'est terrible. J'ai l'impression vraiment d'être seul. Et d'ailleurs, 0 spectateur, je suis seul. Eh bien, c'est pas grave. Est-ce que ça me venait pas à l'idée ou est-ce que j'étais plutôt fuyante? Allez, Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, et même beaucoup plus tard, quand on reparlera de l'adolescence, heureusement, ça pourrait être pire. Je dessine en traduit, donc je n'ai pas perdu mon travail. Imagine, l'ordi pète les plombs et hop, ça saute ma page. Ah non, ça fait 1 heure que j'étais. Allez, on reprend. c'est clair que sur les discussions qu'il peut y avoir entre les filles ou les discussions qu'il peut y avoir entre les garçons, notamment à l'adolescence, j'avais tendance à fuir ou au contraire peut-être à donner le change pour faire croire que j'étais comme les autres personnes du groupe, à aller m'en parler, etc. Mais au fond, ça allait pas en fait. Il y avait quelque chose, oui, d'intime pour le coup, qui faisait que j'avais du mal à m'en parler à moi-même aussi. Je l'évitais, toutes ces questions-là. Et ensuite, donc, on arrive au collège. On arrive au collège et c'est là que les choses se corsent. C'est-à-dire que, comme je le disais, j'avais déjà intégré ce côté de compromis un peu étrange. C'est-à-dire que moi-même, en fait, je me fixais aussi parfois des limites. Tu te censurais. Je me censurais, malgré tout cela. Par exemple, le fait que j'avais toujours ma queue de cheval jusqu'en 6e. Même quand c'était plus la mode. Même, ah oui, en fait, j'avais sauté sur le fait que c'était la mode. Mais évidemment, quand la mode est partie, les garçons qui avaient coupé les cheveux sont passés à d'autres modes ou à que sais-je. Moi, je voulais garder parce que c'était important pour moi. Encore une fois, pas en termes de stéréotypes, mais parce que c'est comme si cette petite queue de cheval incarnait un petit bout de liberté qu'on me laissait, même si les autres garçons de mon âge, ils n'avaient pas. Voilà. Donc, c'était important pour moi par rapport à cette signification, pas par rapport au stéréotype d'avoir les cheveux longs, forcément. Je n'aurais pas déplu d'ailleurs à l'époque. Mais voilà. Mais pas au collège. Que va-t-il se passer pour Shaika au collège? Elle nous dit tout la semaine prochaine dans le chapitre 3. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Méta de choc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, poursuive son œuvre d'éducation à la pensée critique appliquée à soi. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre soutien, il vous suffit de suivre le lien en description vers les plateformes participatives. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. Non, D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez. Alors, on va s'arrêter là pour ça. Méta de choc. Voilà, donc on remercie Elisabeth Fétit qui m'a donné l'autorisation de diffuser des épisodes de Méta de choc dans mon stream. N'hésitez pas à aller faire un don sur sa chaîne, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne stream, ou si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ce qui est plus que probable, puisque voilà, il y aura le replay. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et puis après, abonnez-vous ou au moins suivez ma chaîne Twitch. Et puis quand vous avez fait ça, vous allez sur Méta de choc, et puis vous vous abonnez à sa chaîne, et puis vous pouvez faire un petit don à Méta de choc pour la remercier de tous ces contenus qui nous enchantent. Voilà. Ben moi, j'étais pas du tout transgenre, hein, toujours pas d'ailleurs. Je suis un cisgenre bien de chez nous. Non, enfin, c'est pas la cisgenre bien traditionnel. Mais par contre, pourtant, je me retrouve un peu dans le récit de Shaika, là, parce que le foot, j'aimais pas ça. En fait, j'aimais pas trop les gens, moi. C'était ça. Je me méfiais beaucoup des gens. Je trouvais leurs réactions bizarres. Je les trouvais violents. Je les trouvais... Quand j'étais à l'école petit. Mais aussi, voilà, j'étais dans une école à la campagne. Moi, je venais de la ville, je ne connais rien, j'avais pas l'école et tout. Et c'est bien qu'après, j'ai pu retourner dans une école
J'étais déjà dépressif. J'ai été mal à l'école jusque tout le collège aussi, évidemment. Personne n'est bien au collège de toute façon. Et c'est qu'au lycée que je me suis bien éclaté parce que j'étais dans une... Et encore, je dis au lycée. Dès le départ, ouais, c'était mieux au lycée. J'étais dans une filière artistique. Ah, mais c'était le terminal, ça. C'était en seconde, ouais, ça allait. C'était pas génial, mais c'était mieux quand même. C'était pas génial, mais c'était mieux. Mais vraiment qu'en terminale A3 que j'étais bien. Voilà. Terminale, parce que j'ai fait une terminale D. C'était chiant. Les gens étaient pas ouf, quoi. Voilà. Donc j'ai pas les mêmes centres d'intérêt qu'eux, et vice versa. Et en terminale à 3, j'étais bien. Puis après, quand j'ai fait mes études d'art appliqué, j'étais content. Ça, c'était cool. J'étais tout seul à Paris, c'était trop bien. Mais ouais, bah en fait, non, c'est de la maternelle à la terminale, à la seconde terminale. J'étais pas bien. Mais bon, c'était pas du Vénis, il y avait de genre encore. Juste que je n'étais pas adapté à l'école et vice versa. Enfin, c'est pas l'école en elle-même, hein, l'école qui convenait assez, c'était les gens. J'aimais pas les gens. J'aimais pas trop les gens, mais je me rendais. Il y a juste ce que, qui m'a beaucoup surpris, mais c'était le lycée. Alors moi, je voulais faire une feuille d'adaptation. Choc. Méta de choc.
puis Alexandre. Sur cette feuille que je crois. Donc, si jamais on finit la première case, ce sera bien. Ah, ça me perd du boulot de recoller ces trois. Éteindre mon téléphone, c'est comme ça, c'est insupportable ça.
Coucou Barbara, 46. Eh ben écoute, tout le monde est allé se promener, mais moi j'ai travaillé un peu et j'irai les rejoindre plus tard et on part demain. Ça va toi? Oui, j'ai vu que tu m'avais appelé hier. J'ai pas pris le temps de répondre parce que on a les cousins qui sont là. Enfin bon, du coup, j'ai pas trop eu le temps. Mais non, là, je dessine tranquillement. Et à 18h, j'arrête. Et demain après-demain, on sera en vacances. Donc, pas de stream demain après-demain. Et j'ai eu des soucis là parce que je streamais et puis j'ai des plombs qui ont sauté. Et ça m'avait fait pareil juste avant, donc c'est compliqué. Ah zut, c'est couvert par la musique. Et oui, tu as raison. Désolé. Quand les plombs ont coupé, ça a changé mes réglages et du coup, j'ai pas vu que j'étais revenu dans mon casque en mode créateur et du coup, j'avais pas vu qu'on n'entendait rien. Alors, qu'est-ce que je te disais? Oui, je te disais que on part demain et après-demain en vacances. Donc, il n'y aura pas de stream. Et que là, il y a les cousins, mais qu'ils sont tous partis se promener, que moi, j'en profite pour avancer un peu, puis comme j'étais un peu fatigué, et que comme il y a les cousins et qu'on les a vus hier et tout aussi, j'ai pas pris le temps de répondre à ton message que j'ai vu. Je suis désolé, mais on va étudier tout ça. Et oui, j'ai eu des petits problèmes de plomb. Alors voilà, les plombs qui ont sauté, ça m'ennuie. Ça doit pas être très bon pour l'ordinateur. Hop. Vous, ça va? Vous êtes où alors là, en ce moment? Vous êtes toujours chez vous dans la région 38? C'est qu'il est? C'est qu'il est quoi? Chez vous, voilà, d'accord. Les cousins, bah, c'est Jean-Gaël et Steph Dechelle. Qui sont venus nous rendre une petite visite. Enfin, ils habitent... ils ont loué un petit appart à Tournefeuille. Et voilà. Donc c'est bien sympathique. Ouais. C'est cool. Vous, ça va? Les préparatifs font bien, vous êtes dans les cartons? Oui, j'y manquerai pas. Eh oui. Ah, j'imagine que vous devez être bien occupé, ouais. Alors là, il va falloir que je... Hop. Je m'approche un peu. Par là, la semaine prochaine, du 4 au 7 pour signer l'état des lieux. Oui, c'est ce que tu me disais. Bon, bah c'est super. On s'organisera des petits trucs.
4 au 7, c'est déjà la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai que le temps passe à une vitesse folle. Alors, lui, là, ça toge comme ça. Là, elle redescend comme ça. Hop. Mercredi à 10h, on le fait. Michel vient nous rejoindre vers 11h et on se fera un petit resto. Eh bien, écoute, pourquoi pas, je proposerai, je proposerai et on vous dira ça. Envoie-moi un message pour me le dire, pour pas que j'oublie, d'accord ? Même si je les regarde pas toujours non plus. Je regarde pas toujours quoi que ce soit. Mais bon. Ok, merci. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quelqu'un qui sait... Ah, je viens d'avoir un objectif de 150 followers. Super. Et c'est Daniel Guette qui m'a suivi. Eh bien, merci Daniel. C'est avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir sur cette chaîne. Alors là, le stream est un peu particulier parce que j'ai les plombs qui ont pété tout à l'heure. Donc... déjà, j'avais pas grand monde, mais tout le monde est parti, du coup. Et puis, c'est marqué que ça fait 28 minutes que je stream. En fait, ça fait un peu plus. Donc là, je vais streamer jusqu'à 18h. Et après, j'arrête. Et ce qu'on fait, c'est que je suis en train d'ancrer une planche qui est la 40e de ma bande dessinée. Qui s'appelle Azimut, une histoire des sciences. À l'époque médiévale, donc on raconte l'histoire des sciences à l'époque médiévale. Et donc là, ce sont deux personnes qui utilisent une Clio pour voyager dans le temps, ce qui est absolument logique puisque la Clio c'était la muse de l'histoire. Donc ils utilisent une Clio pour voyager dans le temps. Petit son du voyage dans le temps en voiture, évidemment, comme tout le monde l'aura compris. Et voilà. Et là, ils ont assisté à la mort d'Hypatie d'Alexandrie, qui s'est faite lyncher par des moines fanatiques en folie, galvanisés par Cyril, l'évêque d'Alexandrie, qui leur a fourni des coquilles d'huîtres pour racler le corps de la
Pauvre Hypatie. Voilà, et donc on est en train de raconter ça, avec des ellipses, hein. On ne montre pas de scène gore dans cette BD, puisque ce n'est pas du tout l'objet. On est sur l'histoire des sciences. Et Hypatie d'Alexandrie, qui était une grande mathématicienne, mais aussi, comment on dit, astronome, pas astrologue ni astrophysicienne. Non, elle étudiait les étoiles, notamment les catalogues d'étoiles de Ptolémée qu'elle a commenté et édité avec son père Théon d'Alexandrie. Voilà. Et, elle enseignait aussi aux chrétiens comme aux païens, mais elle était païenne, donc une femme païenne savante, ça ne plaisait pas du tout à l'évêque d'Alexandrie, qui a décidé qu'il en avait marre à un moment et qui a décidé de la faire trucider. Voilà. Tout simplement. Et donc nos deux personnages ont assisté à ça. Donc ils sont un peu traumatisés, il faut le dire. Voilà, donc là ils se sont sauvés lâchement. Enfin après ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais comme il y avait beaucoup de moines, ils ont pu peu. Et ils se sont réfugiés auprès de palmiers. Voyons voir. Bon, c'est une case assez longue à faire, hein. En fait, c'est un strip de 3 cases. Voilà. Alors, au début, là, on a une grosse flaque noire qui symbolise l'horreur qui s'est passée. Que j'avais pas dessiné ça, faut pas déconner, mais en même temps, bon, ça met un peu d'action dans la BD qui est... Ça, c'est cynique. Voilà. Je verrai après comment je continuerai à faire ce tronc de palmier, là. Je vais faire des petits poils. Dans le jardin, j'ai un palmier, il a plein de poils. Mais après, il faudrait que je me renseigne sur comment sont exactement les palmiers d'Égypte, puisque ça se passe en Égypte. Hop. Mais je suis très contrarié de ce pétage de plomb au sens premier, quoi. Mais je pense que c'est peut-être ma rallonge. Je crois qu'une fois, ça s'est passé la nuit et mon ordinateur a été éteint, donc c'est pas l'ordinateur. Alors lui, il s'est pris un coup sur la tête, du coup, il a un bandage sur la tête. Il s'est pris une huître à fond sur la tête. Ça lui a fait une commotion cérébrale, là, on va dire. Hop. Et c'est dommage parce que j'ai passé juste avant, bon bah je le referai, une vidéo de méta de choc, enfin une vidéo, c'est purement audio à vrai dire, un podcast de méta de choc. J'ai demandé l'autorisation à Elisabeth Fétit de méta de choc de l'autorisation de passer ces podcasts parce que quand même j'utilise du contenu qui n'est pas à moi. Elle me l'a donné bien volontiers et elle m'a dit de saluer les gens qui écouteraient ce stream. Donc je vous salue de sa part, hein, tous les viewers et les vieweuses. Elle m'a dit que si un jour elle passait sur Toulouse, elle voudrait bien participer à mon émission en direct. Donc j'espère que ça... En Tunisie, il n'y avait pas de poils, autant que je me souvienne, c'était des dattiers. Ah, d'accord. Ah, c'est possible que ce soit les mêmes en Tunisie et en Égypte. On ne sait pas. Bon, ils auront un peu de poils, mais s'ils n'en avaient pas... Ah, et les dattiers n'ont pas de poils, alors. Là, je vais finir son pied, là, avant de faire d'autres trucs.
Oui, parce que les cocotiers, je sais pas si les cocotiers ont des poils, remarque. Mais les cocotiers, il y en a pas, peut-être pas en Algérie, en Tunisie, Ah, en Égypte, j'y arrivé. Ni en. Les dattiers, ils ont le tronc lisse. Bon, faudrait que je regarde, hein, mais bon. Je vais faire une petite. Comment il appelait ça, Franck? Je sais plus. Une huile à mal. Ouais, j'ai rapproché, vous y verrez mieux. Hop. Je ne pense pas, mais ma mémoire n'est peut-être pas fidèle, je vais regarder. Ouais, faudrait que je regarde moi, mais j'ai un peu la flemme là. Hop. Bon, c'est pas très grave, hein. J'avoue que. J'avoue que je m'en fiche un peu. Enfin, non, c'est pas ça, mais tout ne peut pas être fidèle, hein, en fait, dans une BD. Au début, j'ai essayé de faire un tout fidèle, mais c'est pas possible, surtout qu'on sait pas exactement comment étaient les choses au 5e siècle. Hein. Donc. Là, on est en 412, je crois. La mort d'Hypatie, c'est 412. Bon, je fais quand même une structure en croisillon, parce que c'est joli. Voilà. Même si c'est pas fidèle au palmier de l'endroit. Je dirais comme pour la Cante, je dirais ouais, mais au 5e siècle, il y en avait des comme ça. Après, ça a disparu. L'espèce a disparu. Parce qu'elle était moins rentable. Puis si on me dit, c'est pas vrai, je dirais, bah, prouve-le-moi. Et là, c'est échec et mat. Est-ce que c'est bien ces croisillons ou c'est moche? Je suis en train de me le demander. Quand je faisais de la BD dans les années 90, 80, 90, je faisais beaucoup de croisillons et des fois c'était moche. Et là, je suis en train de refaire des croisillons. Bon, après, maintenant, je suis un auteur de BD professionnel, donc normalement, ça devrait pas être moche. Mais on ne sait jamais. Hop. Voyons voir. Comment c'est. C'est le pare-brise. Hop. Ouh là là, mais c'est 18h. Ah, mais c'est catastrophique. Le temps passe beaucoup trop vite. Je vais me plaindre. C'est à cause de l'heure d'hiver, ça. Hop, hop, hop. Je fais peut-être trop de petits traits aussi. Mais j'aime bien les petits traits. Ça détend de faire des petits traits comme ça. Peut-être parce que j'ai un aspect schizoïde. Ça me détend de faire des petits traits. Mais ça fait du temps. Hop, 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 hop.
C'est comme des écailles qui se chevauchaient. Ah, bah voilà, bah, c'est comme je fais alors, bah, c'est parfait. Comme des écailles qui se chevauchaient, c'est un peu ce que je fais avec mes petits croisillons. Parfait. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être pas les bonnes formes d'écailles, mais tant pis. Hein. Eh bien, merci pour cette recherche documentaire, hein. Iconographico-documentaire. Alors, il n'est pas 18h, il est 17h59. Ah, ça y est, 18h. Zut. Bon, bah, il faut que j'y aille alors, parce que sinon, on va m'attendre. Je vais rejoindre les cousins en ville. On va manger ensemble. Alors, si je viens pas, ça n'ira pas. Faut que j'y aille. J'aurais bien fini ma planche, mais là, elle est très très loin d'être finie. Bon, en tout cas, j'ai quasiment fini la première. Non, on va pas mettre cette lumière-là qui est bleue sombre. On va mettre celle-là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Quasiment mon premier strip, voilà. Donc, je vais mettre un petit son de célébration. Voilà. Ça, c'est bien, on est content. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, mes amis du chat. Et je vous préviens qu'il n'y aura pas de chat demain et après-demain. Merci, gros bisous. Pas de stream demain et après-demain parce que je serai par Mons et par Vaux. Et donc, on devrait se retrouver mardi, normalement. Mardi prochain, parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Ah ouais, mercredi, jeudi. Donc, semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, les amis. Du temps va se passer. Et ben, en attendant, je fais des grosses bises. Et je vous dis à bientôt. Je vous mets le générique. Bisous, bisous.